Je vous propose de commencer. Alors, je vais faire une petite introduction pour ce webinaire et ensuite je laisserai la parole aux intervenants et intervenantes et puis on aura un petit temps de questions-réponses. Du coup, en guise d'introduction, je voulais placer le contexte de ce webinaire et le placer dans le fait qu'on l'organise dans le cadre du programme de Transition Action, qui est un programme porté par France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté et qui est un programme régional qui essaie de porter les questions de sobriété et de low-tech à l'échelle de la région. Et on est financé par l'ADEME et la région pour essayer de diffuser au plus possible ces enjeux-là. Et nous, notre site principal, c'est les collectivités, mais pas que. Et du coup, moi, je m'appelle Sarah Nguyen, je suis chargée de mission pour le programme. Et l'écran que vous voyez, c'est celui de Mathilde Morchin, qui est nouvellement chef de projet Transition Action. Du coup, au sein de Transition Action, on mobilise plusieurs actions, notamment on accompagne des projets sur les questions de low-tech, par exemple, et en ce moment, on essaie de travailler sur des méthodologies pour low-techiser les territoires. Donc on est sur un peu plein de choses en même temps. Et parmi les actions qu'on mène, on organise des webinaires depuis quelques années dans l'idée de monter en compétence sur des sujets spécifiques. Donc il y a eu un webinaire qui a eu lieu sur l'eau comme bien commun. Et cette fois-ci, ce webinaire, la thématique qui a été choisie, c'est la sobriété hydrique. Et pour ce faire, on a décidé d'ancrer notre propos dans une problématique qui est comment essayer de mettre en place des politiques publiques qui aillent au-delà de mesures d'urgence qui sont nécessaires mais insuffisantes. Et donc comment essayer d'aborder les enjeux de sobriété hydrique en essayant d'avoir une approche systémique et ambitieuse sur ces sujets-là. Et du coup, moi je ne suis pas experte sur le sujet, je vais juste animer le webinaire, mais il y a des personnes qui s'y connaissent très bien, c'est nos 3 intervenants. Je voulais dire que malheureusement Simon Porcher ne pourra pas être présent parce qu'il est très très malade, mais Justine Le Floch nous fait le privilège de s'être mobilisée en urgence et du coup interviendra à sa place. Et donc ce webinaire aura lieu de 15h à 16h15. Si vous voulez partir avant, sentez-vous libre. Tous les échanges seront enregistrés puis publiés sur YouTube, donc si vous voulez le retrouver, vous pourrez. Et je vais aussi prendre des notes et publier un compte rendu de nos échanges que je vous enverrai par mail et que je pourrai publier par ailleurs. Donc pas de frustration si vous ne pouvez pas assister à tous les échanges. Et aussi au niveau du déroulé, je voulais rendre visible que chaque intervention va durer de 10 à 15 minutes. Et ensuite il y aura un temps d'échange, de questions-réponses. Et j'anticipe que peut-être ce temps d'échange sera très court et peut-être un peu frustrant. Mais moi je me dis que si jamais à la fin de ce webinaire vous avez envie d'encore plus en parler et que ça vous a donné envie de vous renseigner davantage, de vous former, d'en parler autour de vous, alors ce sera une réussite. Donc j'essaierai de me dire que la frustration de clôturer le webinaire sera plutôt une bonne nouvelle pour ce qu'on essaie de porter. Et je vous invite aussi à ne pas interrompre les intervenants-intervenantes pendant qu'ils déroulent un peu leur présentation pour fluidifier le déroulé et aussi pour éviter qu'il y ait moins de temps pour l'intervenant d'après ou ce genre de choses. Donc par souci de fluidité et d'équité, je vous invite à ne pas interrompre et couper la parole aux intervenants et à soit écrire vos questionnements ou remarques dans le chat, soit les écrire sur un bout de papier. On aura un temps dédié après les interventions. Donc c'était un peu tout ce que je voulais dire et à l'issue de ce temps-là, je vous enverrai un mail avec compte rendu, enregistrement et d'autres ressources si les intervenants-intervenantes m'envoient des choses que je pourrais vous transmettre. Donc voilà un peu sur le propos introductif. Est-ce que jusque-là, il y a des gros besoins de clarification ou ça vous semble assez clair pour l'instant? Ok, super. Et du coup, un petit point sur l'ordre de passage, c'est Justine qui va commencer à parler de ces enjeux-là, et puis ensuite Léana, et ensuite Anthony. Et du coup, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, Justine Le Floch. J'ai quelques petites slides à partager, alors je ne sais pas comment ça fonctionne ce site, si je peux partager mon écran. Ouais, tout à fait, tu peux regarder en bas. Et normalement, ouais. C'est bon. Alors, super. Ouais, mais voilà, est-ce que là vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mes slides? Pas encore. Si je me mets comme ça, est-ce que là, par exemple, vous voyez mes slides? Oui. Oui. Ok, vous voyez les slides orange. Super. Ouais, très bien, merci. Ok, super. Alors, donc, Justine Le Floch, je suis doctorante au sein de la chaire économie des partenariats publics-privés à l'IAE Paris-Sorbonne. Donc, je travaille avec Simon Porcher qui ne peut pas être présent à l'heure actuelle pour raison de l'extinction de voix. Ça aurait été compliqué de mener ce webinaire à bien sans sa voix. Donc, mais en tout cas, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler d'une étude qu'on a menée il y a quelques temps maintenant. Elle est un peu
Elle est, je vous en parlais il y a 1 an et demi, donc c'est un peu dépassé, mais c'est juste pour vous donner du contexte, c'était sur le modèle de financement des économies d'eau pour les services publics d'eau et d'assainissement, donc en France bien évidemment. On l'a mené cette étude après l'été 2022, donc bon, j'imagine qu'autour de cette table, la plupart d'entre vous connaissent le contexte, donc avec des collectivités, plusieurs centaines de collectivités locales qui n'avaient plus accès à l'eau, qui ont dû ravitailler leurs citoyens avec des bouteilles d'eau et des citernes. Donc c'est à partir de là où on s'est dit, bon ok, il y a clairement on le savait déjà, hein, mais là ça a vraiment accentué la chose sur les problèmes de financement. Sachant que, comme vous le savez, on est aussi dans un modèle de l'eau paye l'eau, donc le recouvrement des coûts par les recettes, et que si on parle de sécheresse, si on parle de sobriété, en fait derrière ça va vouloir dire une baisse des recettes. Donc nous, ça a été notre élément de départ, et on a voulu s'interroger sur l'état des lieux de la prise de conscience, en fait, de cet effet ciseau de sobriété hydrique qui vient à challenger les collectivités locales. Donc voilà, donc juste pour vous en dire un peu plus sur la méthodologie, donc on l'a menée en septembre 2022, donc vous voyez vraiment au lendemain, à la fin de l'été, avec tous ces épisodes de sécheresse, jusqu'à janvier 2023, et on a fait pour ça un questionnaire qu'on a envoyé aux gestionnaires des services d'eau et d'assainissement en France. On a eu 486 répondants, donc peut-être que dans les personnes qui sont connectées aujourd'hui, il y a des répondants à ce sondage, je ne sais pas. On l'avait envoyé à tous les gestionnaires publics d'eau et d'assainissement qui étaient référencés avec l'OFB. Donc voilà, donc ça je passe. Ça va être rapide en fait, ma présentation, et puis je pense que ça va surtout introduire les présentations de mes collègues et des autres intervenants du coup par la suite. Donc là, ce qu'on en a conclu, c'est que... alors, quand on leur a demandé par rapport au double enjeu, donc la baisse de recettes et la réinvestion de la ressource, qui est sur les modèles de financement. Qu'est-ce qu'on en a conclu? En fait, dans le sondage qu'on leur a envoyé, on a réalisé que 42% des collectivités qui avaient été interrogées donc après ces épisodes de sécheresse considéraient que les enjeux de sobriété hydrique n'étaient pas d'actualité sur leur territoire. Par sobriété hydrique, on entendait l'importance de la préservation, que ce soit de la qualité ou de la quantité de la ressource. Et du coup, par là, on entendait également la question du rendement de réseau, parce que comme vous le savez très bien, on a des réseaux qui sont vieillissants, avec des fuites sur les réseaux qui sont considérables dans certaines collectivités. Et du coup, le besoin de baisse de consommation et de meilleure consommation également de l'eau. Donc voilà. Donc à partir de là, on s'est dit, bon, c'est près d'une collectivité sur deux qui considère que ça ne s'applique pas à leur propre territoire, alors que justement, encore une fois, l'été 2022 nous a bien montré que c'est un enjeu national que de prendre en compte la sobriété hydrique. Ensuite, on leur a demandé, dans le sondage, comment faites-vous face à la réduction des recettes engendrées par la baisse des consommations. Encore une fois, gestion de l'eau en France, l'eau paye l'eau, directive de l'eau, directive cadre sur l'eau de 2000, recouvrement des coûts par les recettes. Comment on fait pour équilibrer l'équation si on a une baisse de consommation? La première réponse, encore une fois, 400 et quelques répondants, plus de la moitié des répondants nous ont dit que en fait, derrière, il fallait augmenter le prix. Si on a une baisse des consommations, logiquement, pour trouver l'équilibre, il va falloir augmenter le prix. Encore une fois, je pense que ça doit faire rebondir certaines personnes autour de cette table. Je serais ravie d'en parler par la suite. On peut accentuer la conversation parce que je pense que c'est vraiment des enjeux qui sont à prendre en considération. On parle de mesures d'urgence aussi pour ce webinaire. Est-ce que l'augmentation du prix, c'est une mesure d'urgence? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce que c'est pérenne sur le long terme? C'est des questions qu'on pourrait approfondir ensemble. Derrière, on parlait de... La deuxième réponse, c'était la recherche d'efficience. Donc là, c'était trouver des gisements d'économie. Donc ça pouvait passer par les solutions fondées sur la nature, pour l'assainissement notamment. Ça pouvait porter sur... qu'est-ce que j'avais mis? Je sais plus. Voilà, l'énergie solaire pour mieux gérer ses coûts. Une meilleure gestion des zones non conventionnelles, la réhute, les eaux pluviales, etc. Voir si on arrivait à identifier des nouveaux gisements dans les services tels qu'ils sont à l'heure actuelle, finalement sans trop bouger de modèle, sans trop changer de ce qui se passe, comment on fonctionne au quotidien.
Voilà. Ensuite, on voit que loin derrière, il y a la question de la baisse des investissements, mais c'est quand même plus d'une centaine de répondants, donc c'est quasiment un quart de nos répondants qui nous disaient en fait, si on a une baisse des recettes, on aura une baisse des investissements. Encore une fois, je pense que vous le savez tous, on fait face à un énorme investissement en France, face à l'entretien de nos réseaux, et qu'on a déjà un déficit qui est considérable. Donc, quand on a vu ça, on a un peu bondi aussi, on s'est dit, oula, baisse des investissements, est-ce que ça fonctionne sur le long terme ou est-ce que justement c'est pas un signe qu'il faut lancer l'alarme, qu'il faut activer l'alarme. Après, bon, on avait des nouvelles sources de revenus, par là on entendait plutôt le lien avec le grand cycle de l'eau, ce genre de choses. Ensuite, un autre résultat qui était considérable dans notre étude, c'était, pensez-vous que la sobriété hydrique égale l'augmentation des coûts? On a quasiment un répondant sur deux qui nous a dit qu'il n'y avait pas de lien nécessairement entre les deux. Et là, ça serait très intéressant d'ouvrir la conversation et d'avoir vos retours dessus, sur toutes les personnes qui travaillent dans les collectivités locales et qui sont en charge de ces services d'eau et d'assainissement. Parce que les études qu'on a vues passer sur le sujet montraient qu'une baisse de la consommation, donc moins d'eau dans les réseaux, voulait dire une augmentation des coûts. Tout simplement parce que moins d'eau dans les réseaux, ça veut dire de l'eau stagnante, donc besoin de plus de traitement notamment, que ce soit dans l'eau potable ou dans l'assainissement. Question d'hygiène et de santé publique. Mais là, on voyait qu'encore une fois, septembre 2022, janvier 2023, c'est pas du tout d'actualité, en tout cas, d'un point de vue de la prise de conscience des enjeux auxquels les collectivités elles devront faire face. Bien évidemment, on est revenu sur la question du prix ensuite pour savoir savoir si ça pouvait être une des solutions, et si c'était une solution d'urgence ou si c'était une solution qui pouvait être activée sur le long terme, avec 25% des collectivités du coup qui nous ont dit que le prix de l'eau pourrait être augmenté de manière significative, donc de plus de 10%, pour financer la transition vers la sobriété hydrique. Encore une fois, mécaniquement, mathématiquement, on a une équation, si ça baisse d'un côté, on augmente de l'autre, pour que ça tienne. Encore une fois, l'étude elle a 1 an et demi. Il y a eu énormément de conversations et d'échanges sur le sujet, sur l'importance du prix de l'eau en France ces derniers temps. Il y a peut-être plus une prise de conscience. En même temps, nous, on a réalisé que toutes les personnes qu'on a interrogées, personne n'était capable de nous dire, en tant que citoyen, combien ils payaient, quel était le montant de leur facture d'eau. Parce qu'on sait que c'est quelque chose le prix de l'eau et la facture d'eau est un sujet sensible pour les citoyens. Parce que l'eau, bien commun, besoin de l'accès à l'eau, c'est un droit fondamental. Mais derrière, on ne sait pas combien ça coûte. Donc il y a un peu un flou autour de ça. Sachant que aussi pour les économistes que nous sommes, le prix c'est un signal et ça permet d'envoyer, de dire aux citoyens en fait l'eau, ressource rare, il faut la protéger, on va augmenter le prix. Donc en fait il y a plein de dynamiques qui s'inscrivent dans cette démarche quand on vient à parler du prix de l'eau. Et on avait 25% des collectivités qui nous disaient que ça pouvait être augmenté. Voilà. Ensuite, ici, on leur a posé la question, donc peut-être un peu déjà dans la deuxième partie, donc ça c'était un peu un constat de départ, ce que je viens de vous montrer, et ensuite on leur a demandé un peu, parmi donc, les éléments qu'on leur proposait, lesquels pouvaient être des éléments qui pouvaient faciliter le passage à la sobriété hydrique de façon systémique. On avait mis plein de propositions, on avait vu ça de façon très large. Et ce qui est arrivé pour presque la moitié des participants, c'était la réforme des aides des agences de l'eau. Par là, c'était vraiment, comme vous le savez, des redevances essentiellement qui viennent du petit cycle de l'eau et qui viennent financer le grand cycle. Et on voyait vraiment dans les commentaires du sondage, on avait laissé un espace libre, un espace où il y avait vraiment cette frustration par rapport de la part des collectivités sur le fait que la redevance petit cycle venait alimenter le grand cycle et du coup, en retour, ne se sentaient pas soutenus en fait, dans leur démarche de transition hydrique au sein du petit cycle. Derrière, par contre, on voit, et je trouve que c'est assez intéressant, et je pense que peut-être que Léana ou je sais pas, peut-être que tout le monde je pense que tout le monde a un avis sur le sujet autour de cette table, sur la tarification progressive. Donc là, on l'a appelé tarification palier, c'est mal. C'est un peu simpliste comme façon de le définir, mais que la tarification progressive pouvait être une solution. Pour le passage à la sobriété hydrique, encore une fois, je pense que
enfin, c'est devenu assez politique comme sujet et ça peut être intéressant d'ouvrir la conversation. À Dunkerque, Dunkerque était la première collectivité à mettre en place il y a plus de 10 ans maintenant. Et ce qu'ils ont vu, c'est que certes, ça a fait augmenter les recettes, mais par contre, c'est que au début, il y a cette idée de base de la consommation, mais en fait, on vient à fragiliser en fait, une partie de la population qui est déjà fragile. Ça veut dire que les familles nombreuses, notamment, se retrouvent à exploser les plafonds. Donc ça soulève des questions sociales considérables que la tarification par palier. Et du coup, est-ce que c'est une mesure d'urgence ou est-ce que c'est une mesure qui va être appliquée sur le long terme? La question se pose. Après, encore une fois, augmentation du prix, réforme de la législation sur le REUT. À ce moment-là, tout le monde en parlait, c'était juste avant le plan haut du gouvernement. C'était vraiment à la mode, tout le monde avait envie de voir ce que ça allait devenir. Réforme de la gouvernance, là on parlait par rapport au bassin versant, est-ce qu'il fallait une gouvernance à l'échelle nationale, décentralisée, ou est-ce qu'on passait encore sur plus de décentralisation, etc. Donc voilà. En conclusion de notre étude, on a vu qu'il y avait une prise de conscience qui était hétérogène par rapport au passage à la sobriété hydrique, que ce soit sur l'état des choses au sein des collectivités, ou que ce soit par rapport aux coûts qui peuvent être associés à cette transition. On a aussi vu que, du coup, vu que cette transition allait entraîner un surcoût, il y avait besoin de meilleures connaissances des solutions, des pratiques innovantes et des financements à leur disposition. Je vous mets juste un slide d'après, il y a le QR code vers le sondage, vers l'étude, où là, on a mis en avant des solutions. Et on a répertorié aussi des moyens de financement pour les collectivités, pour les liens entre petits cycles et grands cycles, mais bon, j'imagine que vous les connaissez déjà. Et à la fin, on a aussi parlé, là je ne l'ai pas abordé, mais la question du régulateur économique à l'échelle nationale, comme nos voisins peuvent le faire, que ce soit en Italie ou au Danemark. Alors le mot de régulateur économique national peut faire peur, à savoir qu'il y a plein de façons différentes de l'appliquer. Et ça peut répondre, de l'appliquer pour répondre au mieux aux besoins en fonction des pays. Mais je ne rentrerai pas dans le détail parce que vous pouvez trouver toutes les informations donc, sur ce QR code et je peux également mettre le lien de l'étude dans le chat. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que je suis restée dans les 10-15 minutes. En tout cas, j'espère. Et vous avez mon adresse mail ici si vous souhaitez plus d'informations. Je serai ravie d'y répondre. Et encore désolée de la part de Simon de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Justine, c'est parfait niveau timing, pile dans les temps. Je trouve que ton retour d'enquête pose un super cadre sur les enjeux entre sobriété hydrique et collectivité, donc merci pour ça. Et pour continuer à approfondir ces enjeux, je laisse la parole à Léana. Est-ce que tu nous entends, Léana? Je vous entends. Ok. Bonjour. J'ai l'impression que le son est un peu étouffé, mais j'arrive quand même à t'entendre. J'ai essayé de changer de micro. Mon ordi déteste Jitsi en fait. Et j'ai tenté tous les réglages possibles, mais j'avoue que... Là, j'ai l'impression que c'est mieux. Oui, ok, super. Du coup, bonjour à tous et tous. Je vais pas mettre la caméra parce que j'ai l'impression qu'elle saute à chaque fois et que ça me prend la bonne place. Merci pour l'invitation et je pense que ce que Justine a dit pose un bon cadre. Moi, je vais avoir une approche beaucoup plus micro, on va dire, à l'échelle des bâtiments. Donc, je travaille au sein d'une unité de recherche qui s'appelle OCAPI, au sein du laboratoire Eau, Environnement, Système Urbain de l'ESU, qui est un des laboratoires de l'école de HEC. Et je travaille sur un projet qui s'appelle Sobrio, dont on va parler sur la sobriété des usages de l'eau à l'échelle des bâtiments existants. C'est pour ça que je parle d'échelle plus micro, mais qui est extrêmement liée ensuite à ce qui se passe au niveau d'un service public eau et assainissement, évidemment, à l'échelle d'un territoire. Et je prends un angle un peu particulier, puisque je sors moi d'une expérience de 8 ans dans la rénovation thermique performante des bâtiments.
Et je vois qu'il y a énormément de choses qui ont été faites ces 25 dernières années sur le secteur de l'énergie qui pourraient inspirer et aider à avancer dans le secteur de l'eau. Le constat que je faisais, c'est que dans les rénovations performantes, bâtiments basse consommation qu'on faisait, des BC pour ceux qui connaissent, on faisait de très beaux sauts énergétiques avant-après travaux, mais on ne touchait pas nécessairement à l'eau, alors que de ce que j'observe pour moi, ces moments-là, les moments de rénovation thermique, c'est des moments déclencheurs qui sont extrêmement précieux à saisir pour travailler sur la question de l'eau aussi. Donc très souvent, au moment d'une rénovation thermique performante, il y a des restructurations d'espace, on change des pièces, on réaménage des espaces, que ce soit une maison ou un bâtiment plus large. Il y a souvent aussi des extensions qui peuvent se faire, donc c'est juste le meilleur moment pour penser à comment utiliser l'eau dans le bâtiment de manière intelligente. Et pour autant, on ne le faisait pas. Alors qu'en plus, il y a énormément de liens entre l'eau et l'énergie. C'est-à-dire qu'en faisant des économies d'eau dans les bâtiments, on pourrait aussi faire des économies d'énergie. Après travaux, dans une rénovation basse consommation, un des premiers postes de consommation énergétique, c'est ce qu'on appelle l'ECS, l'eau chaude sanitaire. Concrètement, le ballon d'eau chaude qui chauffe l'eau pour les différents usages. Et du coup, le fait de ne pas traiter le volume d'eau qu'on va utiliser dans un bâtiment empêche d'aller aussi au bout des économies d'énergie qu'on pourrait avoir. Donc, il y a vraiment des liens et des co-bénéfices à traiter les deux en même temps. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu me concentrer sur cette question-là aujourd'hui, de comment faire le lien eau et énergie et aller un peu plus loin sur les économies d'eau. Et c'est aussi un peu plus large, c'est-à-dire essayer de voir finalement comment on peut rendre des bâtiments résilients d'un point de vue beaucoup plus large, d'un point de vue environnemental, puisqu'il y a l'eau, l'énergie, mais il y a aussi l'assainissement. Dès qu'on touche à l'eau, on touche aussi aux eaux usées qui sortent d'un bâtiment. Et quand on parle d'assainissement, on parle de charges polluantes aussi. Et si on pense à un des usages de l'eau dans le bâtiment, qui sont les toilettes, et travailler sur les économies d'eau sur ce poste-là peut permettre de réduire la charge polluante des eaux usées, donc les coûts de traitement, et potentiellement transformer ce qui est un déchet, notamment les urines, en une ressource pour l'agriculture. Donc ça, c'est vraiment la spécialité de l'unité de recherche dans laquelle je suis, au CAPI, qui travaille vraiment sur la séparation à la source, eau, urine, matière fécale. Je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais on pourra en parler si vous avez des questions. Et puis je vous invite vraiment à découvrir cet aspect-là qui me semble très important. C'est aussi de bon sens, on va dire, que le tri des déchets qu'on a tous adopté, on trie d'un côté le verre, d'un côté le recyclable et d'un autre côté le reste. Là, c'est pareil, c'est comment on trie nos eaux entre des eaux usées qui sont très légères, des urines qui peuvent devenir des ressources agricoles azotées, des matières fécales qui peuvent être compostées, etc. Ouais. Donc ça, c'est un des usages de l'eau sur lesquels aujourd'hui il y a un sous-investissement, je pense, au niveau des économies qu'on peut faire, pour plein de raisons qui peuvent être évidemment valables. Voilà. Et en gros, pour moi, l'enjeu, c'est de voir comment, pour aller plus loin dans la société, puisque c'est le cadre que tu as posé, Sarah, comment aller plus loin en sortant un peu des silos, d'un côté de l'eau, d'un côté de l'énergie, d'un autre côté de l'assainissement. Et en fait, on se rend compte qu'on a besoin de faire l'ensemble dans les bâtiments. Et c'était pas forcément donné sur le secteur de l'énergie, donc rien n'est parfait. Le service public des économies d'énergie n'est évidemment pas parfait aujourd'hui. Il y a eu énormément de travail qui a été fait ces 25 dernières années. Ça n'allait pas de soi au début, c'est-à-dire que le blocage qu'on rencontre aujourd'hui sur la sobriété eau pour les services eau et assainissement, c'est que dès qu'on va dépasser 10-20% de l'économie d'eau, ça commence à faire peur pour l'équilibre des services. Comme tu disais, Justine aussi, c'est l'eau qui paye l'eau et on a besoin de vendre de l'eau pour pouvoir avoir des capacités d'investissement dans les réseaux, etc. Et ça empêche aujourd'hui d'aller sur des économies d'eau qui pourraient être beaucoup plus profondes, puisqu'on a un problème d'équation économique. Sauf que, comme tu l'as dit aussi, l'été 2022, ça a quand même été un changement important avec de nombreuses communes qui, de toute façon, n'avaient plus d'eau dans les tuyaux à vendre. Donc la question, c'est, on n'a pas trop le choix de vendre moins d'eau par moment. Là, c'était juste imposé par la situation. Et la question, c'est comment on va cheminer ensuite pour être moins dépendant du volume d'eau, pour faire face à des investissements qui vont augmenter pour entretenir les réseaux. Et j'avance un peu mon avis sur une question que tu posais, Justine, sur le coût de la sobriété. Consommer moins d'eau, peut-être qu'à terme, ça ne coûtera pas grand-chose, mais à court terme, si on a besoin d'informer les gestionnaires de bâtiments, les usagers des bâtiments, mettre en œuvre des systèmes hydroéconomes, accompagner les usages, faire du suivi, tout ça, ça coûte de l'argent. Et on voit sur le service public des économies d'énergie,
il faut faire déplacer des professionnels qui viennent faire des audits ou alors tenir des permanences info-énergie ou info-eau. Tout ça, c'est évidemment des investissements. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on a eu exactement le même schéma dans l'énergie. Et ça fait bientôt 20 ans qu'on a passé une loi qui s'appelle la loi POP, POPE, qui oblige les fournisseurs d'énergie à vendre, entre guillemets, ou à réaliser des économies d'énergie proportionnelles à ce qu'ils vendent. Donc ça va être aussi bien Enercop que EDF que Total qui vend de l'essence aux pompes comme Leclerc, etc. Donc, et ça n'allait pas du tout de soi de se dire qu'un fournisseur d'énergie devait se couper un peu la branche sur laquelle il était posé en vendant des économies d'énergie. Et pourtant, depuis 2005, c'est obligatoire. Et ça a créé tout un dispositif qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, qui a plein de défauts évidemment, mais qui a fait avancer les choses. Et finalement, ça fait 20 ans qu'on s'est posé ces questions-là sur l'énergie, et on arrive à ces mêmes questions aujourd'hui. Comment vendre moins d'eau parce qu'on doit la préserver, optimiser les périodes de recharge, réduire les conflits d'usage au moment des étiages, et en même temps préserver des capacités d'investissement. Et pour l'instant, le modèle ne permet pas ça. Donc on a vraiment besoin de trouver de nouvelles façons de faire et de chiffrer aussi ce que va coûter la sobriété concrètement. Donc voilà, tout ça, c'est un peu des objectifs qu'on a dans le projet Sobrio, qui portent sur les bâtiments existants, et ça, c'est aussi un point que je voulais souligner. On pense souvent aux bâtiments neufs ou globalement au secteur du neuf. Et en effet, il y a de plus en plus de normes pour réduire les consommations énergétiques, mais aussi hydriques des bâtiments neufs. Sauf que à peu près 80% du parc bâti de 2050 existe déjà. Donc on a vraiment besoin de s'attaquer au parc bâti existant. Et les solutions qu'il y a dans le neuf ne pourront pas s'appliquer de la même manière dans l'existant. Donc on a vraiment besoin de travailler spécifiquement sur ce parc-là. Et c'est assez peu fait aujourd'hui. Et par ailleurs, on a une approche souvent de la sobriété qui peut être assez technique, en confondant souvent sobriété et efficacité, alors qu'on a besoin de faire, à mon sens, à la fois de la sobriété, donc en travaillant sur les usages avec les usagers, à travailler sur la sobriété structurelle, aussi de l'efficacité au niveau technique et de la circularité des usages au sein d'un bâtiment, entre une eau grise qui peut être légère, qui peut être réutilisée pour un autre usage dans le bâtiment. J'ai l'impression qu'on a vraiment besoin de suivre un petit peu des étapes, c'est-à-dire que avant d'installer une unité de traitement des eaux grises pour alimenter les toilettes, par exemple, on peut déjà revenir aux besoins et faire une chaîne de réflexion qui suivent un certain ordre. C'est-à-dire, si je reviens à la sobriété structurelle, je reviens à l'usager, quel est son besoin, quel besoin il essaye de remplir. Et donc, si je pense par exemple aux toilettes, on va à peu près aux toilettes 6 fois par jour en moyenne, 5 fois sur 6 pour uriner, donc le besoin c'est uriner. Et donc si je reviens au besoin là, je peux me poser la question de manière beaucoup plus large, et je n'aurai pas uniquement des solutions techniques à dire on va récupérer de l'eau d'une pluie pour la mettre dans les toilettes, ou installer une unité de traitement des eaux grises pour mettre des eaux grises traitées dans les toilettes. On peut revenir aux besoins. Uriner, est-ce qu'on peut remplir ce besoin autrement qu'en utilisant de l'eau? La réponse est oui, il y a plein de façons de faire, et donc potentiellement ça ouvre des solutions aussi beaucoup plus low-tech en général, qui permettent de satisfaire des besoins avec moins ou pas du tout d'eau. Même chose, quand j'ai fait un peu d'enquête auprès d'usagers, j'ai eu un retour, en été le bâtiment on suffoque à l'intérieur, du coup j'ai besoin de prendre 3 douches pour me rafraîchir. Par ailleurs, la douche, techniquement, fait 12 litres minutes. Donc, il y a une première action technique qu'on pourrait faire qui est de dire qu'on passe à un limiteur de débit, on passe de 12 litres à 4 litres minutes pour la douche, et ça peut très bien fonctionner. Et il y a une deuxième action qu'on peut faire qui est beaucoup plus humaine, on va dire, dans l'accompagnement des usagers, à dire ton besoin, c'est de te rafraîchir dans un bâtiment dans lequel il fait chaud en été. Quelles sont toutes les autres solutions qu'on peut mettre sur la table pour consommer moins ou pas d'eau? Toutes les stratégies, on va dire, de design hydrique qu'on peut avoir pour mieux remplir des besoins avec moins de ressources. Donc voilà, c'est vraiment tous ces éléments-là sur lesquels on va travailler, en considérant tous les usages, parce que dans des expérimentations qui ont été menées auparavant, il y avait parfois un traitement spécifique, c'est-à-dire des projets qui ont été très loin sur la récupération des eaux pluviales, d'autres projets qui ont été très loin sur l'assainissement, d'autres projets assez loin sur la sensibilisation et les mousseurs, mais pas
pas toujours, on va dire, de vision globale de l'ensemble des flux d'eau dans le bâtiment et de l'ensemble des besoins. Et notamment la partie toilette était souvent sous-investiguée pour raison de tabous évidents, etc. Donc on a vraiment besoin de regarder tous les usages et finalement se rapprocher un peu de ce que peuvent faire des économes de flux si la notion vous parle au niveau énergétique. C'est vraiment une personne qui essaie de comprendre l'ensemble de l'énergie dans le bâtiment et de l'optimiser. Donc là, on a finalement besoin d'économes de flux pour l'eau. Ça pose ensuite des questions d'organisation des services publics. Est-ce que demain, les économes de flux ou les auditeurs énergétiques ou le service public des économies pourraient prendre à sa charge la partie eau et faire en sorte qu'on mutualise, c'est-à-dire dès qu'il y a un agent qui est missionné pour donner des conseils à un gestionnaire de bâtiment ou qui se déplace pour faire un audit, est-ce qu'il pourrait aussi regarder la partie eau pour optimiser? Donc il y a plein de possibilités sur la table qu'on va tester, regarder. Il y a déjà des expérimentations qui ont eu lieu, je vous cite juste 2 ou 3 dispositif que vous pouvez regarder, c'est le dispositif Ecodo à Rennes, qui existe depuis un moment. Ils ont formé des services civiques à la base, puis maintenant des salariés pour être ambassadeurs économie d'eau, plutôt dans une logique autodiagnostic et sensibilisation, avec des résultats intéressants. Le Luberon, le parc naturel du Luberon, qui a travaillé plutôt sur des bâtiments publics et l'arrosage, avec finalement une forme de mise en œuvre d'économes de flux sur l'eau à cette échelle-là. Donc, il y a des dispositifs qui avancent, mais je pense qu'on a énormément à faire encore et qu'on peut vraiment regarder dans votre viseur de tout ce qui a marché et tout ce qui a aussi moins bien marché sur l'énergie pour essayer de ne pas essuyer les mêmes plâtres qu'on a essuyés les 20 dernières années. Voilà. Et par contre, très certainement, on devra faire face à un prix de l'eau qui va augmenter et en même temps à consommer moins d'eau. C'est-à-dire consommer moins et payer plus. Potentiellement, c'est ce type d'équation-là qu'on va devoir accompagner dans les années à venir. Mais la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que je trouve que les investissements pour faire des économies d'eau drastiques sont beaucoup moins élevés que les investissements en rénovation thermique et les résultats peuvent être beaucoup plus rapides. Par contre, comme le prix d'eau est beaucoup plus faible, et même s'il y a quadruplé, ce ne sera pas le prix de l'eau qui va être un moteur pour se décider à faire des économies d'eau. Donc on a besoin de vraiment travailler sur d'autres moteurs et ceux qu'on va essayer d'investiguer dans le projet sont plutôt des moteurs sensibles sur tous les liens humains, sensibles, artistiques qui nous relient à l'eau et qui peuvent motiver à faire des économies d'eau et qui ne sont pas l'équation économique qui ne sera pas spécialement rendez-vous. Ce n'est pas en faisant la sobriété que vous allez réduire drastiquement vos factures et votre charge mensuelle de relevé. Voilà, donc on a vraiment besoin de travailler sur tous ces aspects-là et je pense que c'est assez inspirant de le faire. Et il y a d'énormes économies qui sont possibles. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de collectivités qui nous indiquent qu'elles ont envie de le faire, mais qu'elles ont un peu peur pour le bilan économique. Donc on a vraiment envie d'aller nous faire des expérimentations dans des bâtiments en allant le plus loin possible et en parallèle de faire des études sur comment faire en sorte que ce soit pérenne et viable pour des services publics d'eau et d'assainissement, d'avoir moins de recettes, mais du coup de repenser le modèle pour que ça, ce soit généralisable demain et qu'on ne soit pas sur 10-15 bâtiments hyper exemplaires, mais que la généralisation pose des problèmes fondamentaux de modèle économique. Je vais m'arrêter là, mais avec plaisir pour échanger par la suite. Merci beaucoup, je trouve ça hyper intéressant ton regard sur l'importance de décloisonner les secteurs, notamment les liens entre énergie et eau pour justement aller au-delà des mesures d'urgence qui sont pour ce moment. Du coup, ça me donne encore plus envie d'entendre le retour d'expérience d'Anthony, qui va venir nous parler du plan eau de Besançon. Donc je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. En effet, moi je suis ici en tant qu'élu en charge, non pas directement que de la question de l'eau et de l'assainissement, mais bien un élu de la ville en charge des questions de développement durable, de résilience, mais aussi de finances. Donc c'est avec cette casquette-là que je vais intervenir, sachant que beaucoup des dispositifs que vous avez évoqués sont désormais, pour une commune comme la nôtre, gérés au sein de notre EPCI, le Grand Besançon, par un vice-président dédié avec lequel je travaille, à savoir Christophe Lim. Ce qui est dit est tout à fait juste. Plusieurs constats que je partage, notamment sur le fait que
depuis les grands épisodes de sécheresse que nous avons vécus ces derniers étés, peut-être à l'exception de celui que nous livre, et encore, on peut voir que les choses sont plus compliquées que cela. On a pu voir à quel point l'eau était un enjeu décisif pour nos habitants. Il est vrai qu'il était déjà intégré comme un enjeu important pour nous en tant que collectivité, mais qu'il apparaissait important à ce moment-là de prendre des mesures d'urgence, et c'est ce que nous avons fait à travers un plan de 24 mesures qu'on a intitulé plan eau comme la lettre, mais en jouant sur la polysémie du terme. Et ce plan, en fait, avait vocation déjà d'identifier les bonnes pratiques qui étaient déjà dans la collectivité, de les amplifier et d'apporter une réponse à la fois dans l'immédiat, mais également sur le moyen et sur le long terme. Et nous devons, plus que jamais, anticiper au maximum des changements que nous voyons déjà à l'œuvre, mais qui vont s'avérer beaucoup plus sévères dans les années à venir. Et si nous ne les anticipons pas en tant que collectivité, eh bien, c'est la question de la cohésion sociale, du conflit autour de l'eau qui va s'imposer avec l'injustice sociale qui est liée à cette question où on peut déjà voir que dans le débat autour de l'eau, la question de la captation de l'eau et au bénéfice de qui et pourquoi faire est un enjeu social majeur, et plus nous mettons la poussière sous le tapis sur cette question, plus nous risquons d'avoir des temps compliqués en matière de gestion collective. Donc, face à cette question de la raréfaction de la ressource en eau sur des temps très précis, et en même temps sur la gestion peut-être des masses d'eau plus importantes à d'autres moments de l'année, puisque les prévisions climatiques dans une ville comme la nôtre indiquent qu'il y aura aussi des mouvements de pluie plus importants. Donc l'eau, elle se gère dans les moments de raréfaction, de sécheresse dans lesquels les choses vont être posées, mais également dans des moments où nous aurons trop d'eau au même endroit. Et donc c'est bien dans l'ensemble de ces plans que nous devons agir, et l'ensemble de ces phénomènes qui sont amplifiés par le changement climatique. Donc déjà, le plan sécheresse, il s'est aussi construit en intégrant les travaux les travaux du GIEC, mais également des scientifiques locaux que nous avons consultés. Nous avons un conseil scientifique qui accompagne les décisions portées en matière d'eau sur le territoire. Et on observe que les sécheresses sont plus fréquentes et plus précoces, et vont être plus fréquentes et plus précoces. Et c'est bien dans ce cadre que nous inscrivons des actions d'urgence, mais aussi des actions sur le moyen et long terme, en intégrant et en ne dissociant jamais les questions de biodiversité, de cohésion sociale et de ressources au sens large. Le premier des engagements que nous avions pris dans ce plan eau, qui recoupait différentes actions, c'était de mieux répondre aux conséquences immédiates du réchauffement climatique en assurant nos missions de service public, tout en réduisant de manière forte et pérenne les prélèvements en eau de nos services. Ça peut paraître un peu pompeux de dire de cette manière-là, mais c'est bien ça notre défi. Ne pas, à l'occasion de plans de sobriété, que ce soit en eau, mais on a eu la même réflexion en matière d'énergie, ne doit pas être l'occasion de baisser le service public ou d'abaisser la force du service public. Au contraire, ça doit être l'occasion de le renforcer. Et donc, nous avons notamment réduit l'utilisation d'eau pour l'entretien urbain. Nous avons également mis en place un certain nombre de systèmes d'alerte
plus important, réduit la consommation d'eau dans les aires de lavage des véhicules, mais également poursuivi les efforts de réduction des besoins en eau pour les espaces verts de la ville et adapter nos forêts aussi à la raréfaction de cette ressource, puisque on le sait, que dans ces périodes de sécheresse, le fait d'aller chercher du frais est aussi un enjeu majeur. Et nous avons multiplié l'installation de collecteurs d'eau ou la récupération d'eau, notamment de nos piscines pour des usages plus domestiques, et multiplié la récupération de l'eau de pluie à plusieurs endroits. Nous avons aussi, dans un deuxième engagement, accéléré notre adaptation, investi pour mieux connaître la qualité de nos réseaux, les rendre avec moins de fuites, très concrètement, puisque c'est un vaste sujet pour notre ville que d'avoir des réseaux qui fuient. Et puis, on a un diagnostic continu aussi de la vulnérabilité du territoire et du changement climatique en lien avec le plan climat-air-énergie territorial du Grand Besançon et l'ensemble des acteurs qui concourent, et aussi favoriser les interconnexions entre les réseaux pour fiabiliser aussi l'alimentation en eau potable sur la ville. Nous avons également planté davantage d'arbres, nous avons désapérimentalisé la ville. Et par exemple, on parlait tout à l'heure de coûts de ces mesures de sobriété. Eh bien, tout mètre carré qui s'infiltre d'eau pluviale qui s'infiltre directement dans le sol, c'est un mètre carré d'eau que je n'ai pas à traiter ensuite dans mon usine d'incinération. Et cela n'est pas neutre dans les équilibres financiers. Donc cet investissement, il est aussi bénéfique d'un point de vue financier. L'enjeu est également dans ce plan haut de bien prendre la dimension sociale en compte dans un contexte de vieillissement de la population, et notamment travailler avec notre centre d'action sociale. Et puis un quatrième engagement qui n'est pas des moindres sur le fait d'agir ensemble. C'est vrai qu'on peut vivre parfois quand on est habitant, les différents plans urgence canicule ou autres pris un peu à notre corps défendant et nous pensons qu'en réunissant régulièrement nos habitants, en adaptant notre communication, en organisant des rencontres avec les scientifiques, nous permettons aussi d'associer mieux les habitants aux décisions qu'ils auront à suivre pendant les périodes de crise. Et bien sûr, ce plan est suivi d'évaluation. Au-delà de ça, je voulais juste évoquer, après je laisserai la parole pour les questions, deux éléments. Le premier, c'est la tarification de l'eau. C'est un enjeu important, il a déjà été évoqué dans ce webinaire. Nous avons, une tarification sociale de l'eau qui n'avait pas tellement comme première vocation de réduire les consommations. Donc, il y avait bien une vocation de rendre les premiers mètres cubes d'eau de consommation quotidienne gratuits et d'avoir ensuite une tarification progressive. Et oui, en effet, plus nous consommons, plus nous payons. Mais il me semble qu'il faut aller maintenant vers un autre système de tarification qui est davantage une tarification saisonnière de l'eau, c'est-à-dire de consommer, de faire payer plus fortement l'eau dans les périodes où elle est plus rare. Des collectivités ont déjà mis en place ces modalités de tarification avec des effets significatifs sur les consommations d'eau potable en période de canicule notamment. Et il s'avère que c'est un des leviers les plus efficaces pour réduire nos consommations dans cette période où l'eau manque particulièrement. Et puis ensuite, je voulais également insister sur la façon dont est gérée cette eau, et je pense que une gestion publique en régie de l'eau est en fait de continuer en tant que collectivité à disposer de tous les leviers pour assurer la sobriété hydrique sans sacrifier la justice sociale est un élément majeur. Et donc tout cela a un coût réel, un coût certain, mais je crois
que c'est un coût nécessaire dans les périodes dans lesquelles nous sommes. Et beaucoup de choses que nous disons en matière d'eau, nous pourrions le dire également en matière d'énergie. Et c'est bien ce défi-là face auquel nous sommes, de concilier les différents enjeux du quotidien, en amenant l'ensemble des acteurs du territoire à participer et en ne stigmatisant pas a priori certains usages. Et je parle ici d'un enjeu majeur qui est celui de l'utilisation de l'eau par notre économie, nos économies et nos industries, et y compris dans les choix de matériaux et dans les mutations que nous devons accompagner du monde économique. La question de l'eau est particulièrement importante. Nous avons, dans une ville comme la nôtre, à Grand Besançon, de l'excellence en matière de microtechnique, en matière de tout ce qui est minuscule, de tous les dispositifs médicaux entourés de biomédical. L'ensemble de ces technologies sont très exigeantes en utilisation d'eau, et donc nous devons aussi fonder notre résilience du territoire avec des industries qui d'ores et déjà intègrent un modèle qui est moins consommateur d'eau pour assurer les fonctions vitales du territoire. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière, j'espère, la plus brève possible et la moins confuse possible. Merci beaucoup. Là, on a fini le temps d'intervention et du coup, on va entrer dans le temps d'échange de questions-réponses. Avant ça, je voulais préciser, du coup, pour les personnes qui viennent d'arriver, que le temps d'échange, il se finira à 16h15. Mais malheureusement, Justine devra nous quitter à 16h, mais elle a ou elle va laisser son adresse mail si vous voulez continuer à échanger avec elle. Et du coup, je vais vous laisser place à la parole. Donc, qui veut prendre la parole pourra. Mais avant ça, je vous invite quand vous prenez la parole, à vous présenter succinctement, histoire de dire si vous êtes un élu ou une élue, un citoyen curieux, quelqu'un qui travaille pour une association, histoire de comprendre un peu d'où vous parlez. Donc si vous voulez vous présenter succinctement et poser vos questions ou partager vos remarques, n'hésitez pas. Du coup, il me semble que Laure, tu lèves la main. Donc, je suis Laure Subirana, je suis dans le Jura, à France Nature Environnement, au directoire forêt. Mais les questions de l'eau m'intéressent beaucoup, donc moi je voulais témoigner et poser une question aussi. Témoigner puisque j'ai des toilettes sèches depuis une quinzaine d'années maintenant et que je me rends compte des économies que cela permet. Mais aussi pour ce qui a été dit là sur l'utilisation justement des eaux sanitaires, et notamment de l'urine qui peut faire un excellent fertilisant. Moi je le savais, je me disais écolo, mais il m'a fallu pratiquement 10 ans, tout en ayant des toilettes sèches, donc une facilité à tester le truc, pour me dire que j'allais utiliser les urines pour le jardin. Et en fait, il m'a fallu 10 ans et j'ai été bluffée le jour où j'ai osé le faire. Et bluffée voilà, là on met par terre toutes les industries de fertilisants chimiques parce qu'on a quelque chose extrêmement puissant là et on est quand même un certain nombre d'habitants en France et on a donc tout ce qu'il faut pour faire pousser nos légumes. Mais il y a ce problème culturel. Comment est-ce qu'on va amener la population à revoir l'usage des eaux usées ou de l'urine et puis des fesses dans notre culture? C'est très compliqué ça. Et pourtant, effectivement, par rapport aux enjeux de l'eau, de la qualité et de la quantité, à 8 milliards sur la planète, on sait à quel point ça pèse. Est-ce que ces questions culturelles ont été réfléchies? Merci. Sarah, est-ce que tu veux qu'on réponde question par question ou tu veux en collecter plusieurs? Si ça vous va, on peut répondre question par question. Okay, je veux bien commencer si vous voulez compléter sur cette question des toilettes. Évidemment, la question culturelle est extrêmement importante. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui en faisant l'état des lieux des solutions sur les économies d'eau, que ce soit les toilettes, mais même sur tous les autres usages, c'est que
à technologie constante, on a énormément de solutions à disposition et que la question, c'est celle de leur déploiement. Et pourquoi est-ce qu'en ayant ces solutions depuis extrêmement longtemps, le déploiement n'est pas là? Évidemment, pour moi, la réponse, il y a des freins économiques dont on a parlé sur le modèle économique des services d'assainissement, et il y a des freins socio-techniques, on va dire. Et donc, en effet, c'est un enjeu extrêmement important dans le programme CAPI de travailler là-dessus. Donc, on a des collègues, notamment Marine Legrand, pour aller dans ses travaux, qui fait de l'anthropologie sur ces questions de toilettes. Il y a énormément de représentations aussi. Moi, j'essaie de pas parler de toilettes sèches, mais de parler de toilettes sans eau. Je pense que l'imaginaire auquel ça renvoie n'est pas tout à fait la même chose. On est nombreux, je pense, à avoir une vieille image de toilette sèche égale la vieille cabane qui est au fond du jardin, alors qu'en réalité, il existe énormément de dispositifs extrêmement simples et à la fois très propres et très désirables, on va dire, qui permettent d'avoir des toilettes sans eau. Donc peut-être que les termes aussi jouent là-dessus, les exemples, de montrer en fait des bâtiments qui ne sont pas des cabanes au fond des bois, qui ont ce type d'installation-là, c'est extrêmement important et on en est un peu au début, on va dire. Mais il y a déjà des bâtiments, la Fondation pour le progrès humain, la FPH, à Paris, a des toilettes sans eau depuis hyper longtemps, un modèle qui est extrêmement beau et en fait quand on va là-bas, on ne se rend pas compte au premier abord que ce sont des toilettes sans eau. Donc cette question-là de la représentation. Et je vais juste vous citer un projet là, sur lequel l'équipe du programme CAPI du laboratoire travaille, c'est l'accompagnement de la requalification de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, dans le 14e, qui est en train de devenir un écoquartier. Et il va y avoir 600 logements équipés de toilettes à séparation d'urine. C'est pas des toilettes 100% sans eau, parce que pour les matières fécales, il reste une petite chasse, mais bon, c'est pour vous montrer aussi l'étendue des solutions, il existe plein. En tout cas, ça va être des toilettes à séparation d'urine pour 600 logements, ce qui est quand même majeur, sur un bâtiment à plusieurs étages, au sein d'une des villes les plus denses du monde. Et en fait, toutes les urines vont tomber finalement au sous-sol dans un local technique dans lequel il va y avoir un procédé qui est créé par un laboratoire suisse qui s'appelle Zina pour transformer directement sur place l'urine et la concentrer finalement, puisqu'il y a énormément d'eau dans l'urine, la concentrer pour avoir un produit en sortie qui est directement utilisable en amendement ou en engrais pour les plantes. Donc oui, évidemment, il faut travailler là-dessus. Je pense qu'on a besoin d'exemples dans des parcs bâtis extrêmement différents. Il y a également aussi beaucoup de projets en ce moment dans le sud-ouest, dans le Pays Basque, là, des collèges, un collège à Hendaye et d'autres qui sont en train de s'équiper. Donc on a besoin aussi que ce soit dans ce type de lieu public auprès des jeunes. Voilà. Donc il y a énormément de travail à faire là-dessus. Et c'est toujours la même chose, pour moi, c'est notre rapport aux déchets. On a eu une période peut-être qui a été très intéressante dans le passé du tout réseau. L'énergie passe dans des réseaux, on ne s'en rend pas compte, on ne voit pas d'où elle vient, on ne voit pas comment elle arrive, tout ça c'est dans des réseaux cachés. L'eau c'est pareil en fait, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle repart. On l'apprend sûrement à l'école primaire et puis après on l'oublie, mais quand on pose la question à des habitants à un endroit de quelle nappe ou de quelle source vient votre eau potable, la plupart ne savent pas, et où est-ce qu'elle repart après. On ne sait plus ça, donc comment re-rendre visible des choses qui ont été cachées et qu'on a tendance à considérer comme des déchets. Les eaux usées, c'est des déchets qui nous coûtent cher aujourd'hui, alors qu'on peut les voir comme des ressources, mais c'est le rapport à nos propres matières qui a besoin de changer. Donc voilà. Là-dessus, sur le programme CAPI, vous pouvez aller voir, il y a pas mal de ressources. On est en train de refaire le site, donc ce sera un peu mieux mis en page, mais il y en a déjà énormément. Et il y a beaucoup de travaux aussi qui sont faits par le réseau de l'assainissement écologique, le RAE, qui a notamment, qui regroupe les professionnels des toilettes sans eau et de l'assainissement écologique, donc traitement des eaux usées, et qui a plusieurs commissions avec des membres bénévoles. Il y a notamment une commission qui s'appelle Révolution culturelle, et on a travaillé là récemment sur des affiches avec des designers et des stickers, avec des designers et des artistes pour essayer de renouveler le regard là-dessus. C'était récemment la journée mondiale des toilettes, et donc il y a eu des affiches un peu qui ont été faites, donc je pense qu'on a besoin de plein d'actions différentes pour renouveler le regard, mais ça prend du temps. Et juste, pardon, je suis un peu bavarde, mais le lien énergie et eau là-dessus, il est encore hyper important. Vous avez mentionné d'utiliser l'urine au jardin. Pour moi, à une échelle plus globale, notre système alimentaire aujourd'hui, il repose quasiment essentiellement sur des engrais azotés
chimiques produits grâce à du gaz fossile. L'azote aujourd'hui dans les champs est principalement produit comme ça, avec de la transformation à partir de l'azote qui est présent dans l'air grâce à des réactions qui s'appellent Haber-Bosch, grâce à du gaz qui est d'origine fossile, dont la plupart vient de Russie. Donc c'est aussi tout l'intérêt et tous les co-bénéfices à transformer un déchet en ressource et à se dire comment on peut améliorer aussi l'indépendance énergétique d'un poste extrêmement fondamental qui est l'agriculture. Donc voilà, énormément de... Je dois vous laisser. Je suis désolée de partir aussi vite. J'ai mis mon mail dans le chat, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et merci à Léana, merci Anthony pour vos partages, c'était super intéressant. Voilà, à bientôt j'espère, et bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Il y avait Jean-André qui voulait prendre la parole, et après ça, je pense que je vais essayer de lire les questions dans le chat, histoire qu'elles ne soient pas oubliées. Oui, bonjour à toutes et à tous, Jean-André Guillermin, donc je suis élu d'une petite commune rurale du Mâconnais, je suis membre de France Nature Environnement en Saône-et-Loire, puis je travaille depuis plus de 30 ans sur les sujets de gestion de l'eau, petit cycle, grand cycle. Par rapport à ce qui a été dit avant, c'est vrai que j'avais, il y a 6 mois, assisté à une conférence de Marc-André Sellos, et il revient aussi sur ce sujet que c'est une hérésie finalement de mettre de l'eau potable dans nos déjections. Mais bon, c'est un vrai sujet, il faudra y travailler. Je voulais juste intervenir sur une intervention qui a eu lieu, c'est très important, sur le sujet de l'autonomie. L'autonomie, elle peut se travailler au niveau d'énergie, au niveau de l'alimentation et au niveau de l'eau. Parce que techniquement, j'ai eu à m'occuper de projets, par exemple un projet qui s'appelle Aquadomicia. Alors au départ, c'était prendre de l'eau du Rhône et l'amener jusqu'à Barcelone pour faire face au manque d'eau sur ce territoire. Alors le projet il a été fait qu'en partie, puisque maintenant il permet quand même de sécuriser l'arrière-pays Montpellier. Puis je crois qu'il y a, bon je ne suis plus sur ce sujet, mais je crois qu'il y a des discussions pour aller aussi alimenter les Pyrénées-Orientales. Je pense que, et puis quand ce projet avait commencé aussi, on parlait du Rhône comme une ressource inépuisable. Moi je ne connais pas de ressource inépuisable, hein. Et on sait que le Rhône va être très impacté par le changement climatique notamment. Il va passer d'un régime nival à un régime continental. Enfin, son régime hydrologique va être fortement modifié. Donc, il est important que ces sujets eau, finalement, quand on réfléchit à des documents d'urbanisme, je me suis impliqué sur le SCOT du Mâconnais, par exemple, à ce qu'on réfléchisse à quelle est la ressource en eau dont on dispose et que finalement, le développement du territoire, il soit en phase avec cette ressource disponible, quoi. Et ça nécessite bien entendu éventuellement derrière de refaire des actions qui mènent à... Parce que bon, l'ensemble du territoire, par exemple, vous avez des anciennes ressources qui sont plus utilisées pour des sujets de pollution. Alors aujourd'hui tout va bien parce qu'on va chercher l'eau plus loin dans nos aquifères ou dans d'autres ressources, d'autres rivières, mais ça ne tiendra qu'un moment, quoi. Donc cette recherche de l'autonomie, elle doit être aussi l'occasion de finalement remettre en service des ressources qui existent en ayant des actions bien entendu qui permettent de rendre cette eau consommable. Voilà, c'était le petit point de vue que je voulais développer ici. Merci beaucoup. Je me permets de venir sur les questions du chat, parce que j'ai pas envie qu'elles soient oubliées. Une question de Yves à Anthony Poulain. Est-ce que tu as envie de prendre la parole par toi-même ou est-ce que tu aimerais que je lise la question à voix haute ? Oh, ben, c'est possible de la lire directement, oui. Est-ce qu'on m'entend ? Je sais pas si j'ai un problème de micro. Alors, question à Anthony Poulain. Est-ce que le réservoir de rétention écrétage construit à Malcombe est équipé d'une écluse automatique qui permet de stocker et utiliser l'eau pour l'arrosage / nettoyage des rues entre deux périodes d'orage et vider automatiquement et progressivement ce réservoir à l'annonce d'orage dans les 24 heures. Cela permettrait à la ville d'avoir des réserves utilisables en été entre ces épisodes pluvieux. Anthony, si tu as envie de répondre ? En tout cas, sur cet équipement-là, aujourd'hui, il n'est pas, j'entends le point de vue, il n'est pas équipé de la sorte, mais à terme et à suite, en effet, c'est un enjeu que de faire que des équipements qui sont pensés pour une compétence, à savoir la gestion ici la rétention d'eau
en matière de grands épisodes de pluie puisse être ensuite utilisé à d'autres moments, mais il n'est pas pensé comme tel pour le moment. Et je vois une question sur, je ne sais pas si c'est le même, sur les boues d'épandage et les urines, métaux lourds et médicaments. Cette problématique, elle est très suivie également, et elle pose là aussi une question écologique importante, puisque aujourd'hui, si ces boues ne vont pas sur les sols à certains endroits, elles sont concrètement en partie brûlées dans notre four d'incinération. Donc brûler de l'eau n'est pas non plus une bonne idée, mais l'enjeu principal, c'est de faire en sorte que la qualité de ces boues soit la meilleure possible. Elle est très suivie, très regardée, très analysée, et que les moindres alertes nous amènent à ne plus le faire. Mais je pense que les questions primordiales en la matière sont globales sur la santé publique et la prévention sur ces questions-là. Sur la question des résidus médicamenteux, je veux bien intervenir aussi. C'est une question qu'on a très souvent sur les urines. Un premier point pour moi qui est souvent intéressant à noter, c'est que dès qu'on parle d'urine et de retour au champ des urines humaines, on a énormément de craintes sur les résidus médicamenteux, alors qu'on a beaucoup moins de questions qui se posent quand on parle de mettre finalement des urines et des fesses des animaux dans les champs, ce qu'on fait tout le temps, alors qu'ils prennent énormément de médicaments. Et bref, c'est toujours la question du regard sur nos propres matières, alors qu'on a l'habitude maintenant que des matières animales non humains, on va dire, qui sont épandues et sur lesquelles on se pose moins de questions. Mais ça n'empêche qu'il faut se poser ces questions-là, évidemment, sur les médicamentos. C'est des questions qu'on se pose, sur lesquelles on a besoin de financer davantage de recherche pour avoir davantage de retours. Donc, il y a des projets qui sont en cours, mais qui mériteraient d'être étoffés. Les premiers retours, c'est de dire que les sols ont des capacités épuratoires plus importantes en principe que l'eau, et que c'est toujours plus intéressant d'aller infiltrer des matières dans le sol que dans de l'eau. Mais ça n'empêche qu'il faut faire attention à ce qu'on infiltre, en quelle quantité, quelle rotation, etc. Donc ça fait partie des travaux à compléter, et ça fait partie des grandes questions sur les débouchés possibles des urines en agriculture ou pas. Et donc là, il y a un groupe de travail qui s'est monté avec la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, puisque les agriculteurs bio ont davantage de contraintes. Par exemple, ils n'ont pas le droit d'épandre des boues de stations d'épuration, contrairement à l'agriculture conventionnelle. Et donc les mêmes questions se posent, on va dire, sur l'urine, bien que les teneurs sont pas du tout les mêmes que dans les boues d'épuration. Voilà. Mais donc il y a un intérêt de leur part aujourd'hui, notamment face au prix des engrais qui s'envolent, et ils ont décidé de laisser du temps en interne à travailler cette question-là au niveau réglementaire et au niveau des pratiques agricoles sur quelle dose mettre, à quel moment. Merci beaucoup pour ces éclairages. Il y a Bénédicte qui nous a quittés, mais qui a demandé dans le chat s'il y avait des personnes qui avaient une liste de professionnels formés pour lancer une cuve de récupération d'eau pour utiliser dans les toilettes de son hôtel de ville. Si jamais il y a des personnes qui ont ça, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et je le transmettrai par mail à tous les participants et participantes. Je lui ai répondu en message privé indiquant juste que pour moi, ce type de listing professionnel, ça fait partie de ce qu'un service public doit pouvoir fournir. On a la même chose sur l'énergie. Et par ailleurs, je pense que l'association Réseau de l'assainissement écologique a une carte des membres et potentiellement des membres là-bas et possibilité de renvoyer la demande sur le réseau. Ouais. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions ou remarques? Ça peut aussi être vos impressions, ce que vous avez trouvé intéressant, ce que vous auriez aimé qu'il soit mieux approfondi, ce genre de choses.
Oui, peut-être. Allô? Oui, je voulais peut-être poser une autre question rapport au prix de l'eau. Il a été dit que l'eau, effectivement, c'est bien que les premiers mètres cubes soient moins chers, voire gratuits, puisqu'ils sont nécessaires à la vie et que ça devienne de plus en plus cher avec le volume. Et ça a été dit qu'une famille avec beaucoup de personnes était amenée à payer plus cher, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de corréler le prix des mètres cubes acceptables au nombre de personnes? C'est-à-dire que par foyer, s'il y a 4 personnes, les 4 ont droit à tant de mètres cubes gratuits, puis après, au prorata de la consommation, on augmente le prix. Est-ce qu'il y a eu des possibilités d'études de cette approche-là? Peut-être quand on y aura des retours, les retours que j'ai eus notamment de plusieurs collectivités via la FSSR, la Fédération nationale des collectivités concernées de réseau, le problème auquel ils font face, c'est que la donnée n'est pas accessible. C'est-à-dire que la CAF, par exemple, a les données d'occupation par logement, sait combien il y a de personnes dans un logement, mais pour des questions de partage de données entre services, etc., ne peut pas ou ne souhaite pas les communiquer. Ce qui fait que les services d'eau et assainissement n'ont pas la possibilité de savoir combien il y a de personnes dans le logement. Et ça pose énormément de problèmes derrière sur la tarification, puisque dans un 30 mètres carrés, il peut y avoir 2 personnes, comme il peut en avoir 6. Et pour l'instant, on n'arrive pas à dépasser ce frein, on va dire, juridique. Il y a eu une exception, je crois, où ils ont réussi une fois à avoir les données de quelque part, je sais plus exactement. Mais voilà, sinon c'est un vrai blocage pour avancer là-dessus. Ok, merci. Juste sur ce sujet lié avec la CAF, en effet, c'est une difficulté. Il y a une autre difficulté sur ce type de mesure. C'est dès que, comme on l'a eu sur la redevance incitative, c'est dès que vous êtes dans le collectif, dans du collectif, et notamment sur les populations les plus précaires sont, pour certaines, dans du collectif, la répercussion directe sur les charges de la personne est parfois plus éloignée. Enfin bon, il y a des questions quand même qui se posent. Là, nous, l'enjeu l'année prochaine, c'est de mettre en place pour les ménages les plus précaires, en lien avec la CAF, nous sommes en négociation pour un remboursement de l'eau pour les plus précaires. Donc justement, en fonction de la composition du foyer, nous remboursons les mètres cubes d'eau nécessaires à la vie quotidienne de base, les besoins en eau. Et donc ça se traduira par un chèque qui sera envoyé à ces ménages, un peu comme le chèque énergie, mais pour l'eau. C'est un travail que nous menons et qui sera une nouveauté l'année prochaine dans notre tarification, qui par ailleurs augmentera avec une convergence des tarifs sur l'ensemble du compte de notion. Merci. Eh bien, on arrive à la fin du temps. Je vous propose de clôturer le webinaire. Et si vous avez d'autres questions qui vous restent, je vais mettre dans le chat mon adresse mail. Si vous voulez me contacter, je pourrai soit essayer de répondre comme je peux, soit relayer vos questions aux intervenants-intervenantes. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Je pense que dans le pic, on était presque 30 participantes, donc je trouve ça très chouette. Et du coup, pour les personnes qui se sont inscrites sur le Framaform, je vous enverrai un mail avec les contacts des intervenants-intervenantes pour celles qui le souhaitent, le compte-rendu de nos échanges, donc les interventions et le temps de questions-réponses. Et j'essaierai au plus vite possible de mettre l'enregistrement disponible. Et comme dit, si jamais vous avez des questions, vous voulez revenir vers moi ou vers des intervenants, n'hésitez pas à nous contacter. Et sur ce, je vais mettre mon adresse mail dans le chat.